La Corse, cette belle île de Méditerranée, nœud des voies maritimes d'antan, terre d'escale pour les navires, qui sillonnaient jadis la mer entre l'Italie, l'Espagne et le sud de la France. Terre de grandes convoitises, au relief abrupt et sauvage, entourée de ports naturels. Tous ceux qui connaissent l'île savent que ses monts hérissés et ses rochers rugueux se parent encore des couleurs d'une histoire bien mystérieuse et totalement méconnue. Celle d'un monde obscur que les puissants se disputaient à l'aube de la civilisation, à grands coups d'épée. Telles les ruines du château de Rocapina, qui ne forment plus qu'un curieux amas de pierres, ce passé obscur paraît aujourd'hui bien difficile à décrypter. À moins de savoir faire parler les cailloux, d'extraire de ces roches martyrisées par l'érosion un peu plus que des bribes de mémoire. Car plus on s'enfonce dans les profondeurs du temps, jusqu'aux origines même de la société insulaire, plus on pénètre un univers intangible, où le fabuleux et l'étrange s'entremêlent, pour former une trame confuse et inextricable, à l'image un peu de ces rochers tailladés de toutes parts et dont les formes sans cesse se renouvellent au fur et à mesure que l'on avance dans le paysage. Oui, c'est une exploration bien étrange que vous avez décidée là, mes amis. Une plongée bien mystérieuse dans les entrailles de cette étonnante histoire insulaire, à la rencontre de ceux qui l'ont écrite, au commencement de toutes choses. C'était une bonne idée cette journée lecture. Hein. Par quel de ces ouvrages vais-je commencer? Alors, l'Iliade et l'Odyssée, voilà, ça j'ai lu 10 fois. Mérimée, Voyage en Corse, c'est déjà vu. Belle amie, Guy de Maupassant. Qu'est-ce que ça fait là? Ça c'est pas à moi. Ah, le Moyen-Âge. Ça oui. Et en plus il y a plein de belles illustrations avec des dessins et des coloriages. Je vais me régaler. Moi, je suis pas né à la bonne époque. Hein. Et mon plus grand rêve, c'était de posséder une armure étincelante. Comme ça, j'aurais pu illuminer mes adversaires. Et surtout avoir une épée à 2 mains et un bouclier. Et surtout, une fidèle écuyère. Un boudin, ça regarde. Non, pourquoi une écuyère? Tu préfères pas plutôt un écuyer, non? Et qu'est-ce que tu voulais que j'en fasse d'un écuyer? Déjà, pour commencer, il te faut un cheval. Oui, mais moi, je préférerais un poney. Parce que le cheval, c'est trop dangereux. Le poney, c'est plus docile. Ça ferait un beau destrier au poney. Puis de toute façon, le mot chevalier vient bien du mot cheval, pas du mot poney. Un chevalier, c'était un combattant à cheval. Oui, mais le tout, c'est pas de monter à cheval, c'est de combattre et surtout de rester debout. Tiens, d'ailleurs, à l'époque, seuls les nobles savaient monter à cheval. Comment on devient noble, d'ailleurs? Les nobles étaient, en fait, issus des grandes familles de patriciens romains. Et à la chute de Rome, en fait, il y a des troubles qui se passent un petit peu partout, mais les puissants restent les puissants. Et ce sont eux qui détiennent la terre et qui sont capables d'entretenir une armée pour se protéger. Et là, ils deviennent des nobles. Mais il y a d'autres personnes quand même qui sont devenues nobles, par bravoure. Regarde par exemple les chefs de guerre, ceux qui se sont illustrés dans les conflits contre les Maures et les Vandales. Ce sont des seigneurs de guerre qui ont conquis des territoires et qui se sont créés des fiefs. Et d'ailleurs, tous les seigneurs corses descendent de chevaliers qui ont été envoyés par le pape avec une mission, celle d'éradiquer les Maures de l'île de Corse. Oui, et ce sont les Pisans qui ont installé la majorité des seigneurs dans l'île lors de la Reconquista contre les Maures. Et les premiers seigneurs, on va dire que ce sont des Pisans.
Mais tu sais que dans Chronica di Gursia, eh bien Giovanni della Grossa nous dit que tous les seigneurs descendent du grand Ugo Colonne. Ça, c'est des fouditiers. Enfin, comment oses-tu? Ugo Colonne, c'était un grand chevalier romain qui avait été envoyé par le pape au Xe siècle pour lutter contre les Moors dans l'île. Ouais, mais ne me parle pas trop de Giovanni della Grossa, parce que c'est pas que je l'aime pas, il a écrit des choses vraies, mais à l'époque, au Moyen-Âge, je disais que c'était un fouditio, il était un peu menteur, donc dans ce qu'il dit, il y a à boire et à manger. En fait, dans l'histoire du Moyen-Âge en Corse, au tout début, c'est le pape qui va ordonner à l'archevêque de Pise, en fait, de reprendre le contrôle sur la Corse, parce que la Corse, elle était en proie des attaques des Maures. Donc, il va ordonner à l'archevêque de Pise, qui lui va demander à des chevaliers de venir en Corse, en fait, pour reprendre les territoires que les Maures possèdent. Et là, eh bien, il y a une administration qui va se mettre en place, donc un pouvoir politique et administratif qui va se faire par l'Église, et la justice va être rendue par ces seigneurs qui vont avoir des fiefs un petit peu partout en Corse. Oui, mais alors là, cette reconquête va causer d'énormes problèmes d'héritage par la suite. Parce qu'une fois que le dernier Maure a quitté l'île, eh bien, tous les seigneurs vont se retourner les uns contre les autres pour la possession de la terre. Et là, ça va être le début d'un immense chaos. Et Giovanni della Grossa le raconte très bien dans ses chroniques. Il nous raconte ces guerres interminables que se sont livrées par la suite tous ces seigneurs insulaires. Oui, Giovanni della Grossa décrit l'histoire quelque peu romancée. Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? Tu sais que sans Giovanni della Grossa, on ne saurait rien sur ce Moyen-Âge insulaire. Il y a très peu d'écrits avant la période génoise, en fait. Sans lui, on ne connaîtrait même pas le nom de nos héros dans l'île. Et tu crois que certains seigneurs ne seraient pas connus seulement par leur bravoure et juste parce que Giovanni della Grossa a écrit quelque chose? Allez, cite-moi-en quelques-uns pour voir. Vicente Ludistre, que tout le monde connaît, comte de Corse, vice-roi de Corse, lui, il n'avait pas besoin de Giovanni. Certes, Vicente Ludistre est connu. D'ailleurs, on le retrouve dans de très nombreuses archives génoises ou aragonaises. Mais c'est Giovanni della Grossa qui parle le mieux de ce grand seigneur corse et qui raconte le mieux sa vie, et celle de ses ancêtres même. Tu sais que sans Giovanni della Grossa, en fait, il y aurait eu des archives très incomplètes, des bribes d'histoire avec beaucoup de trous. On n'aurait pas compris grand-chose de l'époque moyenâgeuse en Corse. Comme par exemple, pourquoi Gênes a conquis l'île. Ouais, et Giovanni écrit tout ça, je présume. Bien sûr, il nous raconte comment tous les seigneurs sont entrés en guerre les uns contre les autres. Et même pourquoi certains de ces seigneurs corses sont allés chercher de l'aide du côté de Gênes. Parce qu'il y aurait eu certains seigneurs pisans qui auraient demandé l'aide de Gênes. Un peu curieux tout ça. Tu sais bien que les seigneurs corses n'étaient pas très puissants. Ils manquaient d'hommes. Et c'est tout naturellement qu'ils sont allés chercher du côté de Gênes ou de l'Aragon des alliances pour mieux régner. Ça, c'était vraiment une constante dans le Moyen-Âge insulaire, cette quête d'alliés forts. Et ça explique le chaos dans lequel l'île s'est retrouvée à maintes et maintes reprises. Ouais, moi je vais te dire, Giovanni della Grossa, c'était pour moi un Génois, un bon Génois, et donc tout ce qu'il a écrit, c'était de la grande propagande génoise. Tu sais quoi? Je vais te prouver le contraire. Je te parie qu'en partant maintenant sur les pas de Giovanni della Grossa, je vais te faire changer d'avis. Parce qu'en réalité, c'était un grand homme, digne du plus grand respect. Si. Ouais, en attendant, je vais reprendre cette belle histoire de chevalier. Peut-être qu'elle se prolongera dans mes songes. Allez, Polo. Tu vas voir, ça va être passionnant. Pas la potence. Viens, on va sur les pas de Giovanni. Non, pas Giovanni. Allez, Polo. Ma fidèle écuyère. Oh non. Oh non. Et prépare mon poney, Ne te fais donc pas prier, Paul. Tu en meurs d'envie d'aller à la rencontre des plus turbulents de ces héros fondateurs de la Corse moderne. Une Corse qui a pris son envol à Bonifacio à la fin du XIIe siècle.
car c'est bien sur ces falaises blanches, à l'extrémité sud de l'île, que tout a commencé. La légende voudrait que ce soit un comte toscan, Boniface, qui ait fondé la ville au IXe ou Xe siècle. Rien n'est moins sûr. En revanche, c'est bien sur ce plateau calcaire, en surplomb de la mer, que la première ville de Corse vit le jour à cette époque reculée. Et cette ville, ce sont les Génois qui l'ont construite, comme un amas de maisons resserrées, enserrées d'un rempart et pouvant contenir 3000 personnes. Ah, les amis, quelle incroyable nouveauté pour cette Corse paysanne, que toute cette foule colorée des plus belles étoffes, le long de ces rues pavées, ces rangées de belles façades à l'abri de murs impressionnants. C'était comme si la civilisation tout entière venait d'accoster. Oui, car en ces temps de renouveau méditerranéen, les bonnes mœurs étaient à l'honneur et l'habit retrouvait tout son prestige antique, exprimant bien plus qu'un rang social, une culture, une éducation. Ah, les amis, le raffinement faisait toute la dignité des hommes. Et ces Génois de Bonifacio, tous gentilshommes de bonne naissance, rivalisaient de finesse et d'élégance, arborant sur leur tenue de velours et d'étoffes soyeuses bijoux et broderies de fil d'or du plus bel effet. Représentant la haute administration génoise, le père de Giovanni della Grossa affichait avec ostentation toute la distinction que lui conférait son rang. Lui qui officiait comme haut magistrat de la Pieve de Bisudie, l'un des territoires ruraux exploités par les Bonifaciens. Et bien qu'il ne soit pas noble de naissance, il jouissait dans l'île d'un statut privilégié. Ah, le soleil est assez doux pour sortir. C'est classe, hein? Quelle élégance! Et j'aurais jamais imaginé que les Bonifaciens puissent être vêtus de la sorte. Hein. Bella stova. Mais il faut dire qu'à l'époque, les familles génoises de bonne naissance étaient très attirées par la Corse. Eh oui. Ouh, très cher. En Corse, on avait la possibilité d'accéder à des fonctions qui étaient ailleurs réservées aux nobles. Oui. Et le père de Giovanni della Grossa avait fait de hautes études de droit à Naples. Alors pour les gens de son statut, bien, cette île représentait d'immenses territoires où tout était à faire. Alors bon, même si elle n'était pas très développée ni urbanisée, eh bien ici, on avait quand même la possibilité d'embrasser de belles carrières militaires ou administratives. Eh oui, et cela était vrai aussi dans les colonies britanniques et françaises il n'y a pas si longtemps. Et l'exil permettait d'embrasser l'aventure et aussi peut-être d'espérer à une meilleure destinée. Et notre Giovanni, qui était de famille génoise, de naissance génoise, a suivi une éducation génoise ici, au collège de Bonifacio, où était formée l'élite locale. Alors évidemment, l'enseignement qui était prodigué valait celui de Gênes, ce qui lui a permis par la suite d'intégrer la fameuse école de Naples, en suivant les traces de son père, de faire de hautes études de droit et ensuite de hautes fonctions administratives. Eh oui, mais il faut dire que Bonifacio était un quartier de Gênes avec ses ruelles étroites, ses maisons qui ne dépassaient pas les 2-3 étages et ses arcs-boutants. Et les familles qui vivaient ici à Bonifacio étaient uniquement des familles génoises. Et les professeurs qui enseignaient au collège de Bonifacio avaient été formés dans les meilleures écoles de Naples, de Rome et bien sûr de Gênes. Et par contre, les Corses, eux, ils vivaient à l'extérieur de la cité. Mais Bonifacio, c'était carrément un morceau de Gênes habité par des citadins. Eh oui. Et ils avaient un statut particulier, comme les Génois par rapport aux campagnes, comme à la Ligurie. Parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même un gros fossé entre les paysans et les citadins. Et Bonifacio, c'était vraiment une vraie ville. Au XIVe siècle, d'ailleurs, il n'y avait que deux villes. Il y avait Bonifacio et Calvi. Eh oui, et moi, ma cité de cœur, c'est Bonifacio. La belle blanche. En tout cas, les amis, vous avez eu raison de vous vêtir de la sorte. Car épouser les us d'autrefois aide à se plonger dans l'histoire. En plus, cela vous va ravir. Croyez-moi, vous auriez pu vous fondre dans cette foule de notables, riches marchands, armateurs ou grands propriétaires agricoles. Mais la richesse attire la convoitise.
et ce joli morceau de terre génoise, un puissant roi rêvait de se l'approprier, Alphonse V, roi d'Aragon. Il faut dire que l'Aragon s'étendait alors, depuis la Catalogne, sur les Baléares et l'ensemble de la Sardaigne, et regardait la Corse comme une expansion somme toute naturelle. En 1420, le roi d'Aragon vint organiser le siège de Bonifacio avec une immense flotte. Durant 5 mois, la cité blanche résista, malgré le blocus maritime et le manque de vivres. La légende raconte que durant ce siège héroïque, les armées du roi d'Aragon creusèrent un escalier à flanc de falaise en une nuit pour surprendre les valeureux défenseurs de la citadelle. Peine perdue, Bonifacio resta génoise. Attention la marche. Ah, j'ai encore marché sur ma robe. Mais je t'ai dit, regarde, tu attrapes délicatement le devant de ta robe, tu le soulèves, et puis tu mets un pied devant l'autre, tout simplement. Comme ça. Ben oui, c'est pas compliqué. Un pied devant l'autre. Ouais, cet épisode du siège de Bonifacio montre bien les ambitions des uns et des autres sur la Corse. Ouais, c'est vrai. Et si Giovanni della Grossa en parle, ben on peut le croire parce qu'il a été témoin des événements quand même. Eh oui, Giovanni était là, à l'intérieur des murailles. Et tu sais qui c'est qui était dehors, hein, à l'extérieur des murailles, avec les Aragonais. Oui. Vicentello d'Istria. Tu sais très bien que moi j'ai un faible pour Vicentello, parce que c'était un homme assez droit, intelligent, fort, un grand guerrier, et aussi qu'il est le seul à avoir été comte de Corse. Et en plus, c'était un grand marin. Et Vicentello avait prêté allégeance au roi d'Aragon, Alphonse V. Il était très puissant. Il possédait tout l'ouest de la Méditerranée et même la Sardaigne. Mais Vicentello avait réussi à rallier à sa cause de nombreux seigneurs corses pour chasser les Génois de l'île. Alors il avait réussi à s'emparer de Calvi. Il a essayé de s'emparer de Bonifacio, mais il manquait de moyens. Alors du coup, il a organisé un blocus afin d'affamer les Génois. Le siège a duré pendant des mois et des mois. Et il ne faut pas oublier que Vicentello avait été dépossédé de tous ses droits. Déjà, son père avait été contraint à l'exil. Il a quitté la Corse pour rejoindre la Sardaigne et puis l'Aragon. Bien entendu, Vicentello a passé toute son enfance à l'extérieur de la Corse. Et lui, ce qu'il voulait, par-dessus tout, c'était récupérer ses droits et sa Chinarca natale. Il est venu réclamer son héritage, oui, ça c'est sûr. En tous les cas, peu de temps après le siège, Alphonse V reçoit une lettre de la reine Jeanne en lui donnant tout le royaume de Naples. Alors évidemment, il accepte. Il lève l'ancre. Il nomme pour l'occasion Vicentello vice-roi de Corse et s'en va en le laissant comme ça lutter tout seul contre tous les Génois. Peu de temps après le départ d'Alphonse V, Calvi se révolte. Vicentello est obligé de quitter Bonifacio et il se réfugie du coup dans son château de Chinarca parce qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas lutter tout seul contre les Génois. Oui, mais il a quand même fait des efforts pour prendre la ville de Bonifacio. Et n'oublions pas que Vicentello était un fin stratège. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une armée qui avait diminué de moitié, voire plus. Et là, la cité de Bonifacio va bénéficier du soutien de Frégoso avec une flotte génoise. Et bien sûr, ils vont secourir les Bonifaciens. Et à partir de cet instant, Vicentello n'a pas baissé les bras. Il retourne à l'intérieur à Corté pour restructurer son château. Et bien entendu, il va régner sur quasiment toute la Corse, sauf Bonifacio. Et c'est à la suite de ce siège que Giovanni della Grossa entre au service de Vicentello d'Istria. Ça, c'est quand même curieux. Un petit Génois tel Giovanni va au service de Vicentello. Et ça, c'est le gouverneur de l'île en 1416 qui l'a envoyé en poste à la seigneurie de Chinarca. C'était une seigneurie alliée des Génois, bien sûr. Seulement voilà que quelques semaines seulement après cette nomination, Vicentello revient d'exil avec une grosse flotte. Il s'empare du château de la Chinarca. Là, du coup, Giovanni della Grossa s'enfuit. Mais seulement, il est renvoyé par les Génois quelques années plus tard, en 1420, en tant que notaire au château de la Chinarca. Là, il est obligé d'accepter. Alors bon, il se méfie beaucoup de Vicentello d'Istria. En fait, il a vraiment peur pour sa vie. T'as peur. Oh, ton Giovanni, il était un peu cagaillouloudo, hein. Enfin, il y avait de quoi quand même. J'aurais bien voulu t'y voir, Paul, à cette époque, où les seigneurs décidaient de la vie de leurs sujets comme bon leur semblait. Surtout dans ces fiefs de Corse où la loi n'était pas écrite.
L'affrontement entre Gênes et Vincentello est une illustration du combat qui opposait alors les royaumes naissants, les fameuses républiques italiennes et les vieux féodaux qui tenaient leurs terres d'une main de fer. Un combat bien sûr inégal, mais qui a duré presque 200 ans dans l'île, tant ces féodaux étaient nombreux et coriaces. Mais Bonifacio, elle, continua à prospérer, malgré les guerres qui ensanglantaient l'île, devenant au fil du temps le véritable joyau de la République de Gênes, ce phare en Méditerranée que tout le monde admirait. Le mystère du bastion de l'étendard, très cher. Mais il y a un autre mystère dont je n'arrive point à résoudre, c'est le mystère de Giovanni della Grossa. Pourquoi Giovanni aurait offert ses services à Vincentello d'Istrie alors qu'il ne l'aime pas, et en plus il en a grand peur. C'est vrai que c'est curieux. Mais bon, le siège avait été levé. De toute façon, Giovanni n'avait pas beaucoup d'endroits où aller. Il est resté en Chinarque alors que Vincentello, lui, était plutôt à Corte. Et puis en plus, il lui avait proposé un travail, celui de retracer une histoire de la Corse où la lignée qui le représente serait bien évidemment mise en avant. Bien sûr, c'est ce que Vincentello cherchait. Il voulait que Giovanni trouve du moins des traces de l'histoire de la lignée des seigneurs chinarchesi pour légitimer son pouvoir sur toute l'île. Et c'est ce que va faire Giovanni. Il va se plonger dans les archives et surtout dans les récits de chroniqueurs anciens. Et cela va le passionner. Il a quand même passé 5 ans au service de Vincentello. Oui. Bon, il se voyait vraiment pas souvent. Imagine-toi bien que Vincentello était toujours par monts et par vaux à surveiller tous les seigneurs de l'île et à guerroyer un petit peu partout. Mais le jour où il a massacré la garnison de 4 hommes à Rocapine, là, Giovanni della Grossa a vraiment pris peur pour lui et pour sa famille. Parce que cet acte, c'était vraiment une déclaration de guerre contre Gênes. Eh oui, c'est vrai que Vincentello, il a attaqué Rocapine. Mais bon, il fallait le comprendre. Tu imagines bien que les Génois de Bonifacio revendiquaient des terres allant de Porto Vecchio jusqu'au golfe de Sagone. Et en même temps, sur ce territoire, ils avaient des châteaux qu'ils avaient pris aux paysans, comme Rocapine. Alors, bien entendu, Vincentello ne pouvait pas le tolérer. Et en plus de tout ça, avoir des châteaux génois ennemis sur des territoires qui prétendaient, il ne le supportait pas du tout. Et pour moi, cet acte de guerre est légitime. Et si c'était à refaire aujourd'hui, je ferais la même chose. Il a quand même fait massacrer ces pauvres hommes. Et on n'a retrouvé que 2 misérables casques et une arbalète. Mais c'était l'époque qui voulait ça. T'imagines, les soldats, autrefois, au Moyen-Âge, ils se battaient jusqu'à la mort, ils étaient fidèles. Et puis, tu sais que des fois, il y avait la reddition. Ils savaient très bien qu'une fois rendus, ils passaient au fil de l'épée, pour l'exemple. C'était important d'avoir, en tant que gouverneur, ou aussi que seigneur, des soldats fidèles et loyaux. Pas comme certains. Bon, en tous les cas, pour le coup, Giovanni della Grossa a vraiment pris peur. Vite, il a rassemblé toutes ses affaires, sa famille, ses gens, et ils sont partis le soir même à Bonifacio. Et là, ils ont embarqué sur un bateau, direction le Cap Corse. Parce que là-bas, il y avait le grand Simone d'Amare, le seigneur de fief de San Colombano, qui l'attendait. Et il lui avait promis l'hospitalité et encore mieux, un travail. La fuite vers le nord, en évitant ça.
Bien, je trouve que cette période du Moyen-Âge ne te sait guère, mon cher Polo. Non seulement tu portes de graves accusations sur Giovanni della Grossa, Je retire, c'était un homme bon. mais en plus, tu te retrouves mis au pilori. Si tu me libères, je te balance qui tu veux. Et voilà, mon cher Paul, à vouloir sans cesse rugir, on finit toujours par perdre la tête. Et celle de ce bon Vincentello n'échappa pas à la règle, elle que l'on vit rouler au pied du doge de Gênes quelques années plus tard. Ah, ah, ah! Le Moyen-Âge insulaire est véritablement une période étonnante, avec ses 300 lignées féodales qui se déchiraient chaque portion de vallée, tournant, pour ainsi dire, le dos à la mer et aux grands empires maritimes qui se dessinaient alors. Parti sur les traces de ces turbulents seigneurs corses, grâce aux indications du seul livre écrit durant cette lointaine période, Paul et Karine découvrent une à une les ruines de ces fiefs médiévaux, dont il ne reste que des pierres effondrées, sur des collines aux toponymes évocateurs comme Castedo ou Torre, mais dont plus personne ne sait à quoi ils correspondent réellement. L'histoire a oublié jusqu'au nom de la plupart de ces seigneurs, dont la vie et le règne ont souvent été très éphémères. Certains sont toutefois passés à la postérité, grâce à ce livre du Moyen-Âge et à son auteur, bien sûr, Giovanni della Grossa, qui a débuté ses écrits à l'époque où il travaillait pour Vincentello d'Istria, peut-être le plus grand seigneur de Corse de tous les temps. Giovanni della Grossa fait vraiment l'impasse sur ces châteaux du nord de l'île. Déjà, il oublie le nord. Faute. Et il oublie aussi de mentionner cette épée implantée dans le roc, dont j'aimerais connaître son origine. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a rien sur l'épée. Bon, par contre, en même temps, je le comprends, il avait une mission. C'est quand même celle de construire une filiation crédible pour Vincentello d'Istria. Épée, c'est important. Sans épée, pas de Vincentello. Ça va, Polo? Ouais. Oui, mais si j'écoute bien ce que tu dis, ce qu'écrit Giovanni della Grossa, c'est qu'il recherche des ancêtres nobles à Vincentello. Ce qui voudrait dire que sa noblesse serait douteuse. Hein? Ça, c'est pas bien. Hein? Mais non, pas du tout. Bah, en tous les cas, pas en ce qui concerne les générations qui précèdent Vincentello. Parce qu'on connaît bien son père, on connaît ses oncles, on connaît le grand-père de ses oncles, leur arrière-grand-père et aussi leur arrière-arrière-grand-père. C'était le grand Giudice de Cinarca. C'était le plus grand des seigneurs corses après Ugo Colonna. Eh oui, parce qu'au tout début, lorsque les Génois arrivent en Corse, eh Giudice est considéré comme un guerrier remarquable et c'est lui qui va conduire les Pisans à la bataille contre les Génois. Et comme il bénéficie et il jouissait d'une notoriété importante, il a pu réunir, rassembler tous les seigneurs sous sa bannière. C'était un grand seigneur. Le plus grand des plus grands. Et tu sais qu'à l'époque, Giudice, c'est un titre et pas un nom. Un titre qui était donné à la fois au magistrat, au commissaire principal, et Giudice régnait sur son giudicato. Et en même temps, il rendait la justice. Eh bien, tu vois, c'est grâce à Giovanni della Grossa qu'on connaît Giudice de Cinarca. Bah oui, puis il n'y avait pas d'archives aussi vieilles. C'est quand même Giovanni qui a en quelque sorte ressuscité ce grand seigneur corse en racontant son parcours, en racontant sa vie, toutes ses batailles, mais aussi et surtout qui il était réellement. Et il nous dit que c'était vraiment un grand homme. Il était noble, courageux, droit, rusé, qu'il rendait la justice avec impartialité, qu'il était aimé de tous. Il distribuait les offices très volontiers. D'ailleurs, il donnait tout ce qu'il possédait. Bien, et un petit point. La vie devait être très dure et très cruelle, surtout à l'époque de Giudice, où la Corse était à feu et à sang. Un petit peu partout sur l'île, et ici même dans le Rostino, tu avais des seigneuries. Et ils possédaient des châteaux sur tous les promontoires. Et là, les seigneurs passaient leur temps
à se battre entre eux. Et bien sûr, c'était le peuple qui en pâtissait. Et malheureusement, les famines étaient fréquentes. Ben justement, c'est dans ce feu et dans ce sang que s'est illustré Giudice de Chinarque. Il a pris les armes et il est allé attaquer l'un après l'autre tous ces petits seigneurs. Il est allé attaquer les châteaux les plus imposants et c'est comme ça qu'il s'est emparé de la seigneurie de Chinarque. Il est devenu comte de Chinarque et puis ensuite comte de Corse. Et c'est cette fameuse lignée de comte de Corse qui est très importante dans l'île parce qu'elle légitime le pouvoir sur les terres. Et Vicentello est un héritier de cette lignée puisqu'il a été aussi comte de Corse. Eh oui, tu vois, avec les titres, on peut tout posséder. Et c'est les titres qui légitiment en fait ton droit suprême sur toute l'île. Mais c'est grâce à Giovanni della Grossa que Vicentello a pu prétendre à ce titre d'héritier. Ouais, encore Giovanni. Ah, par contre, Giovanni aussi nous parle du vrai défaut de Giudice. Il aimait les femmes, comme tous les seigneurs d'ailleurs. Et ça, c'est un défaut. Oui, mais bon, lui, ça l'a conduit à sa perte. Un soir, alors qu'il suivait une jeune femme dans son logis, il a été arrêté et échangé contre de l'argent. Il a été transféré à Gênes, jugé et emprisonné à vie. Ensuite, Gênes a envoyé une grosse troupe en Corse pour détruire tous les châteaux qu'il avait habités et où était sa famille. Et ils ont fait tuer tous ses fils, un à un, pour qu'aucun puisse prétendre quelconque droit sur les terres de Corse. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est la branche cousine qui a hérité du trône. Branche d'où est issu Vicentello d'Istria. Il valait mieux rester tranquille à l'époque. Hein. Oui, monsieur. Que des foodies. Oh, ça me comme bonjour. Tu l'as dit, Karine. Simple comme bonjour. Une épée, un roi. Telle était la règle jadis dans ces contrées reculées, où les fiefs se taillaient à grands coups de lame. Il fallait en être digne, c'est-à-dire légitime, car le peuple ne se soumettait pas au premier venu. Et cette légitimité, on en héritait. Dans cette société féodale où Dieu avait placé les seigneurs sur leurs trônes respectifs, seule la filiation pouvait prétendre légitimer un roi ou un prince. Vicentello le savait, lui qui était de noble naissance, mais comptait de très nombreux opposants, presque aussi nobles que lui. Alors, il se servit de Giovanni della Grossa pour reconstruire son arbre généalogique et ainsi prouver à tous son droit à gouverner l'île tout entière. Sur tous les chemins de Corse, des vallées aux montagnes et des sommets aux plaines, tous se soumirent à son autorité, lui, l'héritier du légendaire Giudice de Chinarca, héros fondateur de cette Corse féodale que tous respectaient. Ça m'étonne beaucoup que tu n'aies pas réussi à sortir cette épée. Ouais, c'est facile, ma chère. J'avais forcé comme un âne, et toi, tu as qu'à passer. Et hop, et pour lui, il avait fait le travail avant. C'est cela, oui. Ouais. Tu sais que moi, j'aime bien les trésors. Tu pourrais me la... Non, je vais certainement pas te la donner, non. Ah ben, garde-la, ton épée. Moi, j'ai bien mieux. Ah oui. Et, ouais. Et tu sais qu'ici, dans cette chapelle, les maçons ont trouvé un véritable trésor. Un vrai de vrai? Un vrai de vrai. Ils ont trouvé, lors de la restauration de la chapelle Saint-Toumage, à l'intérieur d'une niche, coincée entre 4 pierres plates, un reliquaire. Ah bon? Eh oui, et pas n'importe quel reliquaire. Un reliquaire en ivoire, de morse ou je ne sais quelle autre espèce, avec au-dessus gravé, en fait, le sceau de l'évêque Antonio Bonurba, qui avait prêché la bonne parole ici, entre 1467 et 1480. Et à l'intérieur de ce reliquaire, il y avait, tiens-toi bien, 4 dents, dont 2 calcifiées. Mais on sait à qui appartenaient ces dents? Non, pas vraiment.
C'est bien dommage parce que si on ne sait pas à qui appartenaient les dents, du coup, on ne peut pas s'en servir du reliquaire. Parce qu'on ne sait pas... On ne sait pas quel saint invoquer. Waouh. Mais tu sais qu'au XVe siècle, c'était très très important les reliques. D'ailleurs, toute église se devait de posséder ces reliques. Et elles étaient placées sur l'autel à la contemplation des fidèles. Et c'était un vrai trésor monétaire. Pendant les guerres, évidemment, il fallait absolument passer par les églises pour dérober les reliquaires. Ouais. Mais par contre, fais voir, il devrait y avoir un certificat d'authenticité qui l'accompagne. Parce qu'elle devait officiellement être autorisée par le pape. Ouais, ben là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose. Mais tu sais qu'il y avait, à cette époque, des fausses reliques. Et on raconte que si on joignait bout à bout les vrais morceaux de la croix du Christ, eh ben on obtiendrait une forêt. Alors... Mais c'est pour ça qu'il devait y avoir des certificats d'authenticité approuvés par le pape. Oui. Quoique je vais te dire, il devait y avoir aussi de faux certificats parfois. Et en l'occurrence, ici, pas de certificat d'authenticité. C'est dommage. Par contre, il y a une dent moyenâgeuse qui doit valoir une fortune par rapport au prix misérable de ton épée. Je crois pas, non? Ça doit être un faux, ton reliquaire. Comment tu dis ça? Que è un berro. Allez, viens. Oui. Quoi? Oh! Waouh! Ces fresques sont vraiment bien visibles. Eh oui, mais malheureusement, elles sont fausses. Tout comme mon reliquaire, n'est-ce pas? Non, là, pour le coup, ce n'est pas l'œuvre d'un faussaire. C'est vraiment incroyable. Regarde, il y en a des deux côtés de l'abside. C'est très rare. Parce que d'habitude, lors de la réfection de ces chapelles, ces fresques avaient disparu. Eh oui, et ici à Saint-Oumage, il y en avait partout, sur toutes les façades. Malheureusement, certaines ont disparu, mais regarde, là, elles sont quand même bien conservées. Hein. Mais il y en avait plein, dans pas mal de chapelles. Bon, c'est vrai que les chapelles romanes, elles sont très vieilles, elles ont près de 1000 ans. Et les chapelles ont été retrouvées à ciel ouvert. Donc l'eau s'est infiltrée et a fait disparaître certaines fresques. Et dans d'autres, les fresques elles ont été conservées, mais elles sont cachées sous le crépi. Alors peut-être qu'un jour, on fera des découvertes. Hein. Et celles-ci, elles sont quand même remarquables, parce qu'elles ont près de 600 ans. Elles ont été réalisées par des équipes de moines franciscains qui peignaient dans la région. Ce panneau-là est vraiment surprenant. Regarde. Les démons et les diables qui torturent les âmes. Oh, et puis en bas, regarde, toutes ces marmites alignées, des chaudrons avec des crânes chauves. C'est magique. Je ne sais pas si c'est magique, mais en tout cas, pour moi, ça représenterait l'enfer. Alors ça fait un peu peur, et en même temps, ça t'attire. Tu as envie de rentrer dans la fresque. Ça a été fait pour les pèlerins, pour qu'ils se comportent mieux. Mais en fait, c'est pas l'enfer, c'est le purgatoire. Regarde un petit peu la scène, là. Tu as le Christ en majesté au centre de l'abside. Il a le regard bienveillant et il règne sur le royaume des cieux. Et puis sur ce panneau-là, regarde, tu as 6 saints. Ce sont les différents saints des différentes étapes de l'Église. Regarde, il y a 3 hommes en haut et 3 femmes en bas. La parité est respectée. Alors tout en haut, tu as Saint Jean-Baptiste. Alors lui, c'était un saint du Nouveau Testament. Au centre, Saint Antoine Abbé, c'est un saint paléochrétien. Et puis à droite, Saint François d'Assise, un saint du XIIIe siècle qui est à l'origine de l'ordre des franciscains. Et en ce qui concerne les dames, en bas, il y a Sainte Catherine et Sainte Lucie, qui symbolisent la virginité récompensée, et elles sont associées à Marie-Madeleine, qui symbolise la faute pardonnée. Et si tu regardes bien, alors Marie-Madeleine, elle est à la fin du panneau, elle est tout près du purgatoire. Ce qui veut dire que tu peux avoir péché, être pardonné, mais échapper aux enfers par l'amour du Christ. C'est un peu en sorte une grande bande dessinée. Un petit peu, ça y ressemble. Tout est relié. Et ce sont les franciscains qui sont à l'origine de cette notion du purgatoire. Parce que alors avant eux, il y avait les bénédictins. Alors pour eux, c'était très simple. Si tu avais péché, tu allais en enfer.
Alors bon, le message avait un petit peu de mal à passer au niveau des populations, mais par contre, ce message des franciscains intégrait cette notion de pardon. Donc du coup, ça passait beaucoup mieux. À cette époque, Marie-Madeleine a été réintégrée dans le corpus des représentations parce que, justement, il y avait cette notion de pardon. Comme quoi, on pouvait accéder à la rédemption par l'amour du Christ. La rédemption par l'amour du Christ. Mmh. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on serait tous des pécheurs, en quelque sorte. Ouais, certains plus que d'autres. Ouais, probablement. C'est vrai qu'il semble bien effroyable ce purgatoire. On y voit des diables et des bêtes infernales, torturer allègrement des corps dénudés, femmes et hommes confondus. Il y a là tous les pires supplices du Moyen-Âge, la cure par l'eau ou le métal en fusion, le pal, la mutilation de toutes sortes de tortures ignobles, à l'image de cette société féodale, violente et parfois même cruelle. Oui, toute cette fresque est bien à l'image de la société médiévale, avec Dieu sur son trône, en roi bienveillant. Et à sa gauche, l'archange Saint-Michel en armure, pesant les âmes et rendant justice. Au nom de Dieu, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te fais chevalier. Sois loyal, vaillant et généreux. Voilà. Content ? Et mon épée? Bah, tu as qu'à t'en acheter une. Je te donne mon reliquaire en échange. Ok. Je crois que tu t'es fait avoir, Karine. Enfin, cette épée est un peu lourde et bien encombrante. Surtout, elle n'est guère d'utilité de nos jours. À l'époque médiévale, en revanche, l'épée était l'arme du guerrier par excellence. Et sa forme et sa taille revêtaient une puissance symbolique forte. Un grand roi se devait de posséder une épée prodigieuse, reconnaissable au moindre coup d'œil. Nul doute que celle de Vincentello d'Istria devait impressionner l'auditoire, lui qui se hissa au-dessus des autres seigneurs corses, édifiant son château au centre de l'île, pour régner en maître absolu sur chaque pieve, du nord au sud, d'est en ouest. Celui qui descendait du célèbre Giudice de Cinarca, qui s'était fait élire comte de Corse en 1420, puis nommé vice-roi de l'île par le roi d'Aragon Alphonse V en 1421, embrassait enfin son rêve, vengeant ainsi son père, chassé de ses terres et condamné à l'exil par les Génois quelques décennies auparavant. Tu vois, ce nid d'aigle est quand même le château du Moyen-Âge le plus impressionnant que l'on peut retrouver en Corse.
Et même si sa construction a été remodelée par la suite au fil des siècles, mais son architecture reste tout de même fidèle à ce qu'avait pu faire construire le grand Vicentello d'Istria. Il ne faudrait pas oublier quand même que Vicentello est à l'origine de la prise de Rocapine, du siège de Bonifacio et de la construction de cette forteresse non autorisée par Gênes. Eh bien, et alors? Mais ce sont des actes de guerre. Des actes qui montrent bien l'insoumission du seigneur Vicentello face à Gênes. Et quand on titille le doge de Gênes, on finit par le trouver. Et du coup, les Génois ont décidé tout simplement de chasser, de se débarrasser de Vicentello. Tout est écrit là, dans Chronica di Agorska. C'est pas moi qui l'ai inventé. Tu vois ton livre, je vais le prendre et je vais le déchirer. Non, tu es fou! Non, il n'y a que des mensonges. Je n'aime pas ce qu'écrit Giovanni sur Vicentello. Ah, il le traite comme un seigneur de fin de règne. Il dit qu'il est méchant, laid et tyrannique, alors que c'est pas vrai. C'est vrai, qui dit qu'il est vraiment très très laid. Il est tout petit, trapu, il a les bras courts, les doigts boudinés. Il dit qu'il a levé le visage très très ridé avec une espèce d'énorme verrue qui lui cachait de la moitié de la face. Oui, mais il était gentil. Il était gentil. On dit aussi qu'il prenait par force toutes les jeunes filles qui lui plaisaient et qu'il faisait exécuter tous ceux qu'il n'aimait pas. Bon, c'est vrai que Vicentello n'était pas forcément un saint homme, mais c'était pas un monstre non plus. Sinon, pourquoi les seigneurs l'auraient nommé comte de Corse? Tu as raison, c'est peut-être un petit peu exagéré. Ah, tu vois, là, tu me rejoins. Donc, Giovanni exagère. Oui, mais bon, il faut quand même le comprendre, Giovanni. Parce que Vicentello s'en prenait directement aux Génois. Il s'en prenait à leurs biens, il s'en prenait à leur famille. Et quand les troupes de Vicentello croisaient des commerçants génois, ne faisaient pas de quartier. Les Génois, c'était pas tous des militaires. Regarde, il y avait aussi des petites gens qui étaient venus pour tenter l'aventure et travailler honnêtement. Pour eux, c'était très dur. Oui, c'est vrai que l'époque était très difficile, surtout pour le peuple. Alors demande-toi si le peuple a réellement besoin d'un tel homme à sa tête. Je ne pense pas qu'au Moyen-Âge, le peuple, la population avait besoin de tyrans. En tous les cas, tous les seigneurs de l'île se sont arrangés discrètement pour préparer la disparition de Vicentello en donnant tous les éléments nécessaires pour le faire capturer. Ah, bravo, ce sont les seigneurs, et en plus, je pense, de très proches qui l'ont trahi. Tu sais que Vicentello, il ne se serait pas laissé avoir comme ça. Il était très malin. Et là, il devait aller peut-être guerroyer une saison en Méditerranée. Et dès qu'il sort de Bastia, il y a une flotte génoise qui l'attend. Et le 27 avril 1434, il se fait décapiter sur les escaliers du palais des Doges à Gênes. Ouais. Bravo. Pour Giovanni della Grossa, en fait, la fin de Vicentello marquait sûrement la fin de toutes ces guerres et du règne féodal. En tous les cas, il espérait. Traîtres, les féodaux, tous des traîtres. Non seulement ils ont donné, voire vendu Vicentello, et en plus, ils ne pensaient qu'à la guerre. Oui, mais pour Giovanni, la mort de Vicentello marquait certainement la fin de cette terre barbare. Et du coup, il espérait que la Corse allait prospérer sous l'aile de Gênes. Parce que Gênes, c'était quand même une puissance énorme et surtout très stable. C'était un homme de paix, tu vois. Ouais, surtout que Giovanni n'aimait pas Vicentello. Et dire qu'à l'époque, les seigneurs ne pensaient qu'à la guerre. Et en même temps, le Moyen-Âge, en Corse, il s'est construit à coups d'épée, de guerre, de trahison et d'assassinat. Et cela a amené en fait une confusion dans l'héritage des fiefs. Il n'y a qu'à voir le temps qu'a mis Giovanni pour retrouver dans les aïeux de Vicentello le grand Giudice de Cinarca. Et là, tu te perds. Entre les guerres, des bandes rivales, des enfants légitimes, des cousins, des bâtards, tu as une grande confusion. Et là, je vais te rejoindre peut-être sur un point, sur Giovanni. Il a peut-être raison. Il vaut mieux éventuellement un gouvernement fort, même génois, plutôt qu'un chaos inextricable. Alors le livre, je ne vais pas le déchirer tout de suite. Je vais y réfléchir, peut-être plus tard. Qu'entends-je, Paul? Serais-tu devenu raisonnable? Car il faut bien dire que les guerres incessantes que se livraient tous ces seigneurs féodaux, le peuple de Corse en avait vraiment assez. Bien sûr, en bon génois, Giovanni della Grossa a sûrement forcé le trait. Cela va de soi. Il a légitimé l'action de Gênes dans l'île, cherchant à grossir les mauvais penchants des féodaux pour leur opposer une justice génoise bienveillante. Mais une chose est sûre, les Génois ne voulaient pas la guerre,
Eux, ils voulaient pouvoir commercer en Méditerranée et se servir de la Corse comme une plateforme portuaire pour leur convoi de marchandises. Ils voulaient la paix, car la guerre coûte cher et n'est jamais bonne pour les affaires. Et s'il n'y avait pas eu tous ces féodaux turbulents, j'en suis sûre, même l'Aragon ne s'y serait pas frotté. Alors, si le témoignage de Giovanni della Grossa est peut-être un peu romancé, il ne fait pas de doute que le tableau qu'il nous peint est assez réaliste. Vincente Lodistria était un ambitieux qui rêvait de se construire un royaume et était prêt à tout, et même au pire, pour y parvenir. Et lorsque Giovanni della Grossa le décrit comme un seigneur de fin de règne, petit, moche et méchant, il ne fait qu'exposer quelque chose de bien connu. La longue décadence du pouvoir au fil des générations. Le grand-père construit, le père fait fructifier, le fils perd tout. Oui, pour Giovanni della Grossa, l'héritier de cette belle filiation de seigneur n'était plus à la hauteur du défi qui s'imposait désormais à la Corse, celui de quitter définitivement un monde féodal barbare pour entrer dans une ère nouvelle de prospérité, à l'image de toutes ces belles républiques italiennes.